Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Nous nous retrouvons comme d'habitude tous les mercredis soirs pour la Rafchan Info. Ce soir, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Eh bien, il y aura ceci. Les séries DC Batman Cape Crusader et The Penguin sont nominés dans les critiques Choice Award. DC Studio présente le podcast DC Studio Showcase. Du nouveau sur le casting de la série Harry Potter. Henry Cavill donne des nouvelles concernant la série Warhammer 40K. Patrick Dempsey fait son retour sur le petit écran. Retour de Chris Evans dans le MCU. Incompréhension de Aaron Taylor Johnson concernant son personnage dans le MCU. Du nouveau dans le casting de The Mandalorian et Grogu. Parfait, et ayant découvert justement ce sommaire, j'espère que nous allons passer une bonne soirée ensemble. Et je voulais juste avant de commencer remercier en tout cas tout le soutien que j'ai actuellement aussi de la part de mes proches qui regardent de temps en temps aussi ce que je fais. Et vous aussi qui me suivez, merci énormément du soutien. Sachez que justement toutes mes émissions de La Rafchan Info sont disponibles sur YouTube. Si jamais pour les rediffusions, n'hésitez pas aussi à les visionner de temps en temps. Voilà, pour être aussi avec moi, c'est-à-dire le fait que, avec les news, parce que je sais que chaque semaine, il y a des nouvelles news, etc. De temps en temps, il y a des mises à jour pour certaines news que nous avons déjà eues il y a peut-être quelques semaines, quelques mois. Et c'est bien aussi de revenir un peu dessus. Et n'oubliez pas aussi que en direct, si vous êtes avec moi en direct, vous pouvez interagir avec moi et mon invité. Mon invité, vous le connaissez, bien évidemment. Mais vous pouvez également interagir avec nous. On vous répondra si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à interagir pendant que je fais justement mes news. Et si vous regardez en replay, justement, le replay qui sera disponible le lendemain sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je vous répondrai avec plaisir, dans la joie et la bonne humeur. Bien, commençons. Amazon annonce une seconde... Non. Oui, pardon. Pour les Critics' Choice Awards. Donc, Amazon annonce une seconde saison qui est en cours de production avec toujours Bruce Timm, Matt Reeves à la supervision. Voilà. Au-delà d'Amazon, la série a su trouver le chemin des cérémonies de récompense, à commencer par les Critics' Choice Awards. Cette cérémonie annuelle qui récompense l'ensemble des séries produites pour la télévision et le streaming a dévoilé ses nominations. Batman Cape Crusader est nommé dans la catégorie meilleure série d'animation. La série aura fort à faire pour se démarquer avec la saison 1 de la non moins excellente série X-Men 97, comme principale concurrente et définitivement challenger du titre. Après le sacre de Superman lors de la cérémonie dédiée au documentaire et la nomination de Batman Cape Crusader, comme vous voyez à l'écran, c'est l'autre grosse production télévisuelle DC Comics qui se voit honorée avec pas moins de 4 nominations. Meilleure mini-série, Colin Farrell en tant que meilleur acteur dans une mini-série dans le rôle de Oscob, Christine Milioti en tant que meilleure actrice dans une mini-série dans le rôle de Sophia Falcone, Deirdre O'Connell en tant que meilleure actrice secondaire dans une mini-série pour le rôle de Francis Cobb. N'hésitez pas à interagir avec nous, me dire ce que vous en pensez de ceci. Est-ce que vous avez vu les deux séries? Puis si oui, sans spoiler bien évidemment. Dire ce que vous en avez pensé. Et que pensez-vous justement du fait qu'ils vont apparaître dans ces awards-ci?
Alors rendez-vous maintenant avec mon invité que vous connaissez tous, Mulder Fox Williams. C'est à toi, mon cher. Oui, donc, donc les barques, désolé, j'ai pas trop suivi la news, tu veux raconter quoi du coup? Alors, pour les critiques Choice Awards, donc je vais recommencer, t'inquiète pas. N'hésitez pas, même pour les retardataires, il n'y a pas de souci. À savoir que justement pour les critiques Choice Awards, Amazon qui va annoncer une seconde saison, justement pour qui est en cours de production avec toujours Bruce Timm et Matt Reeves à la supervision. Au-delà d'Amazon, la série a su trouver le chemin des cérémonies de récompense, à commencer par les critiques Choice Awards, donc je parle bien de Batman Cape Crusader. Cette cérémonie annuelle qui récompense l'ensemble des séries produites pour la télévision et le streaming, qui a dévoilé ses nominations. Batman Crusader est nommé dans la catégorie meilleure série d'animation. La série aura fort à faire pour se démarquer avec la saison 1 de la non moins excellente série X-Men 97 comme principale concurrente et définitivement challenger du titre. Après le sacre de Superman, donc le documentaire, qui a eu aussi ses chances avec des nominations, et la nomination de ce que je viens de vous présenter, Batman Crusader, c'est l'autre grosse production télévisuelle DC Comics, à savoir The Penguin, qui se voit honorée avec pas moins de 4 nominations qui sont les suivantes, à savoir meilleure mini-série, Colin Farrell en tant que meilleur acteur dans une mini-série dans le rôle de Oz Cobb, Christine Milioti en tant que meilleure actrice dans une mini-série dans le rôle de Sofia Falcone, Derge O'Connell en tant que meilleure actrice secondaire dans une mini-série pour le rôle de Francis Cobb. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces deux propositions, à savoir Batman Cape Crusader et The Penguin, sans spoiler bien évidemment, en me disant ce que vous en avez pensé. Et que pensez-vous de ces nominations-ci pour ces awards? Moi, je trouve, il faudrait savoir que les critiques machin chose award, c'est donc des critiques qui récompensent. Ce serait prix des critiques, ce serait donc c'est une cérémonie dont comment ça s'appelle ça? Donc le jury est composé que du critique. Pour moi, je trouve ça positif. Ça fait, c'est une autre manière, c'est une manière supplémentaire de récompenser les qualités que donc la critique a trouvé assez chaud. Donc les critiques qui sont parce que il y a plusieurs cérémonies, hein, il y a plusieurs parce que les Academy Awards, c'est donc les professionnels qui récompensent les professionnels. Donc là, c'est les critiques qui récompensent en fait des productions télévisuelles ou streaming en l'occurrence. Moi, c'est plutôt le fait que des productions de streaming, non, c'est pas de la télé, ça, c'est ça, ça que je veux dire. C'est ça. J'ai mis de mettre une mise à jour. Que les productions streaming commencent à rivaliser, même si c'était déjà le cas avec House of Cards il y a 20 ans, mais je trouve ça bien que ça apporte de la visibilité à un show dont le bouche-oreille est reconnu. C'est que je vois un peu partout les fans, les chroniqueurs, les reviewers qui s'excitent sur cette série-là. Donc ce n'est que logique pour moi, quoi. C'est l'aboutissement logique d'un bon bouche-oreille. Très bien. Et toi, par exemple, est-ce que tu peux t'exprimer sur les séries? Est-ce que tu les as vues? Dis-moi ce que tu en as pensé sans forcément spoiler, bien évidemment. Non, je les ai... Si tu les as vues. Non, j'ai pas vu The Penguin, mais par contre, cette nomination me conforte dans l'idée que je dois la rajouter dans ma liste. Parce que oui. C'est une raison supplémentaire, si tu veux, de me hâter pour les voir. Vraiment. Très bien. Parce que ça va pas être la même chose, si tu veux. Je suis du genre à avoir vu Resident Evil sur Netflix, c'est arrivé au bout d'une saison. D'accord. Je vois. Très bien. Alors,
merci à toi pour ces petits mots concernant cette première news. Et continuons. Et bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver, bien évidemment sur mon live. N'hésitez pas, installez-vous confortablement et passons un excellent moment ensemble. Alors. Oui, c'est bon, pardon. Fruit de la collaboration entre DC Studio et Max, DC Studio Showcase est un podcast présenté par Frankie Smith, fanboy fighter, et Tyler Coate, journaliste chez Hollywood Reporter, ainsi que Cole Jandreau, présentateur de Collider Heroes. Il s'agira d'un podcast bi-hebdomadaire qui viendra mettre en lumière l'histoire de DC, tout en parlant de l'avenir du DCU et de DC Studio. Le tout produit par le studio OBB Sound. Vous pouvez retrouver les épisodes format vidéo sur YouTube ou sur Max, tandis qu'ils seront disponibles en format audio sur vos plateformes de podcast habituelles. Et son premier épisode est d'ores et déjà sorti hier. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement par rapport à cette news aussi, parce que c'est vrai que ça avait fait parler. Car si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait aussi des conventions, par exemple, genre les DC Fandom, etc., pour parler de tout ce qui était news, DC Comics, ce qui allait arriver en tout cas, ou ce qui était en pré-production, enfin voilà, tout ce qui était en rapport avec DC. Et là, le fait qu'il crée un podcast, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mon invité va répondre tout à l'heure. Et la question suivante, c'est: est-ce que finalement on n'avancerait pas dans le, je veux dire, dans la nouvelle ère, puisque c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on avait aussi ces émissions TV à la télé, on les a toujours, hein, pour la plupart. Et c'est vrai que maintenant, la plupart du temps, ça peut être sur Twitch, ensuite, comme je le fais, c'est-à-dire émission ce soir en direct, ainsi que le lendemain, rediffusion sur YouTube. Est-ce que maintenant c'est pas la nouvelle ère? Voilà, le fait qu'il y ait un DC Showcase, je sais que pour la plupart des gens ça avait choqué en disant ouais, mais ça veut dire que maintenant on est obligé de s'abonner à certains trucs, etc., pour écouter ces podcasts, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu en penses toi, mon cher Mulder? Bah oui, c'est une nouvelle ère, hein, c'est l'ère de la proximité. Tu oublies aussi TikTok et Instagram. Il n'y a pas que ça. Non, C'est vrai. Ouais, c'est. Bah, pour moi, on entre vraiment dans l'ère de la proximité. Enfin, quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, pour TikTok, Instagram, t'as pas toute la logistique d'un studio derrière. T'as la logistique d'une boîte de production. T'as l'impression vraiment que c'est la personne qui se débrouille. Et plus, j'ai remarqué ça, et plus c'est amateur, et plus ça plaît. Plus c'est amateur, pour TikTok, Instagram, et disons que plus c'est avec des petits moyens, je veux dire ça comme ça, plus c'est avec des petits moyens, et plus ça plaît. Parce que t'as l'impression qu'en fait, tout le monde peut le faire. Donc un podcast, c'est facile entre guillemets, et t'as l'impression de toucher, d'aller droit au but en fait. T'as pas toute la logistique, je vais caricaturer, mais t'as pas toute la logistique d'une réelle émission télé avec jingle et compagnie. Là, c'est vraiment, tu veux entendre telle équipe, tel truc, comme une émission de radio, et ben tu l'as via le podcast. Donc ouais, pour moi, ouais, quand tu dis, c'est une nouvelle ère en fait, mais qui s'affirme de plus en plus. Je dirais que c'est plus présent depuis, depuis avant le Covid en fait. Qui ont été sur Twitch, et du coup, en fait, bah oui, t'as eu plus de gens qui ont migré sur Twitch en fait. D'où le fait que maintenant ça a l'air moins, l'audience de Twitch a dégringolé pour ça. Mais oui, c'est une nouvelle ère qui commence. Enfin, c'est une nouvelle ère qui s'affirme de plus en plus. Il y avait déjà ça. Moi qui ai déjà connu l'arrivée de YouTube, ouais, ce n'est qu'une affirmation de ça. Donc tu as tout à fait raison, c'est ça que je veux dire. D'accord. Très bien, merci à toi, en tout cas pour ces quelques mots. Et continuons, mes amis. Et oui, c'est un sujet qui fâche. D'ailleurs, même Mulder l'avait mis aussi sur son compte Instagram. Et pas mal de personnes en ont parlé. Mais là, effectivement, il y a de l'encre qui coule. Et
Pourquoi cela? Eh bien, nous allons voir tout de suite. C'est l'un des projets les plus attendus de la décennie. Et clairement, les adeptes sont déjà en folie. Depuis l'annonce, en avril 2023, d'une adaptation en série télé des livres Harry Potter par HBO, chaque détail ou rumeur provoque des débats enflammés. Une série qui devrait rester fidèle à l'univers de J.K. Rowling, mais qui fait face aussi à son lot de polémiques, notamment sur le rôle de Rowling en tant que productrice exécutive. Et aujourd'hui, c'est le casting qui est au centre de toutes les attentions. Pour les rôles des trois héros, Harry, Hermione et Ron, les chiffres donnent déjà le tournis. Pas moins de 32 000 enfants auraient envoyé leurs auditions dans l'espoir de devenir les nouvelles stars de Poudlard. Rien que ça. Pendant ce temps, les producteurs, épaulés par la directrice du casting, Lucy Bewan, sont en train de compiler des wishlists pour les rôles adultes. Un processus ultra secret qui rivalise avec les pratiques draconiennes des studios Marvel. Mais une chose est sûre, cette fois-ci, HBO veut respecter l'âge canonique des personnages. Oubliez le Snape, donc Rogue vieillissant, des films, le Severus Rogue de la série n'aura que 31 ans, comme dans les livres. Et ne vous attendez pas à voir des Dursley aussi âgés que dans la version cinéma. Tout sera plus proche de l'imaginaire original. Les plus gros sujets de spéculation en ce moment? Qui incarnera Albus Dumbledore, Minerva McGonagall ou encore Rubeus Hagrid? Selon certaines sources, Mark Rylance, oscarisé pour Le Pont des Espions, serait pressenti pour reprendre le rôle du directeur de Poudlard. D'autres noms circulent aussi comme Mark Strong ou encore Papa Essiedu pour incarner Severus Rogue. Et là, on va revenir juste après, parce que ça fait vraiment polémique. Pour le rôle de McGonagall, les fans s'emballent déjà à l'idée de voir Sharon Horgan, donc, qui a été connue devant Bad Sisters, ou même Rachel Weisz, que vous avez pu voir notamment dans La Momie. Reprendre le flambeau de la regrettée Maggie Smith. Quant à Hagrid, un autre poids lourd des séries, à savoir Bref Goldstein, serait en lice pour endosser le rôle du garde-chasse, au cœur tendre, autrefois incarné par le regretté Robbie Coltrane. Et pourtant, malgré les spéculations incessantes, HBO reste imperturbable. La chaîne s'est contentée de répondre sobrement, je cite, « Nous sommes conscients qu'une série aussi médiatisée suscitera beaucoup de rumeurs et de spéculations. Au fur et à mesure que nous avancerons dans la pré-production, nous ne confirmerons les détails qu'au moment de finaliser les accords. Traduction, continuez à fantasmer, mais vous saurez quand ce sera le bon moment. » Si le mystère plane toujours sur les visages des futurs sorciers HBO, commence néanmoins à dévoiler les coulisses. Par exemple, côté costume, la série fait déjà appel à Holly Waddington, récemment oscarisée pour son travail sur Poor Things, un choix qui annonce un univers visuel magique. Le tournage, lui, se déroulera au studio Warner Bros. De Leavesden, une manière pour la série de s'ancrer dans l'héritage tout en réinventant le mythe. A savoir également que, justement, le tournage, pour le moment, est pour l'été 2025, mais ça, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Il n'y a rien d'officiel. En résumé, on est encore loin de connaître l'identité des nouvelles stars de l'univers Harry Potter, mais les rumeurs et les rêves des fans continuent d'alimenter la hype. Avec un casting en cours, une production prévue pour 2025 et une diffusion estimée entre 2026 et 2027, l'attente va être longue. Mais, avouez-le, déjà, c'est insoutenable. Alors, qui sera le prochain Dumbledore ou Hermione? Et vous, qu'en dites-vous? Est-ce que vous voyez un acteur aller dans cette saga? N'hésitez pas à m'en dire plus. Et juste avant de laisser la parole à mon invité, qui va s'exprimer dessus, j'aimerais également que les choses soient claires. Actuellement, quand je vous ai montré la photo de cet homme
qui pourrait potentiellement incarner Severus Rogue. C'est vrai que ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et vous savez, c'est comme dans des fois toute franchise, il y a les fans toxiques et les fans. Et les gens ont tendance à généraliser, ce qui n'est pas bon. Parce que ce qui s'est passé avec cet homme-là, c'est que, alors, moi je n'approuverai pas, je n'approuverai pas, et pourquoi je n'approuverai pas ce casting-là? Tout simplement parce que on dit qu'il faut respecter les livres, respecter les bouquins. Or, si vous prenez cet acteur pour incarner Severus Rogue, non. C'est pas comme. C'est pas parce que c'est à tendance qu'il faut avoir plusieurs couleurs de peau, etc. dans un projet. Non. Si on dit qu'il faut respecter voilà, les bouquins, l'essence de Harry Potter, il faut pas faire du n'importe quoi. Et quand j'entends certains dire même des propos en disant oui, mais en fait, vous voulez pas cet acteur, vous êtes raciste parce qu'il est de couleur. Non. Voilà, justement, j'en reviens à respecter l'œuvre originale, etc. Si on veut respecter, il faut respecter un maximum et pas, voilà, commencer à prendre n'importe qui. C'est juste ça, en gros. Donc, j'aimerais que les gens, même si vous écoutez en replay, n'allez pas dans ces propos en disant c'est des racistes, etc. Non, si on veut que ça soit fidèle, ça doit rester fidèle. Et voilà. Donc, on va pas plus loin, etc. Et par contre, quoi qu'il en soit, c'est vrai que si on parle du casting pour le moment qui a été énoncé, mis à part cet homme-là, et bien, franchement, je peux vous dire que pourquoi pas, mais en attendant, alors Mark Strong, évidemment, nous le connaissons. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas méconnus, mais après, à voir ce que ça peut donner. Peut-être qu'ils peuvent nous surprendre. Mais c'est vrai que comme on en avait discuté il y a déjà plusieurs semaines avec mon invité et aussi avec d'autres personnes de temps en temps où je regarde sur le Discord, eh bien, avec qui je discute sur le Discord, eh bien, voilà, des fois on est très à cheval. Et je veux aussi préciser une autre chose, t'inquiète pas, mon cher invité, tu parleras après. C'est que j'ai entendu certaines personnes dire ah, mais en fait, c'est des castings Twitter. Non. Ce ne sont pas des castings Twitter. Si on prend Mark Strong, Rachel Weisz, etc. Non, ce ne sont absolument pas des castings Twitter. Il faut arrêter là-dessus. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous et moi, on est pareil. Donc, casting Twitter, ça, c'est franchement dire c'est de la mauvaise foi. Parce que vous, comme moi, on rêve d'avoir certains acteurs incarner certains rôles. Donc on se dit pourquoi lui il pourrait aller là-dedans, ceci, cela, etc. Nous sommes tous ainsi. Donc le fait de dire que ce sont des castings Twitter, pour moi c'est de la mauvaise foi. En fait j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais soyez attentifs aux mots que vous utilisez. Et maintenant je vais laisser tout de suite la parole à mon cher invité. Bah, moi j'ai un souci avec l'argument. Oui, mais il faut quand même respecter l'œuvre. Dans ce cas, tu dois dénigrer Smallville. Parce que dans Smallville, il y a plusieurs cas qui sont. Il y a plusieurs castes qui sont absolument dans le même cas que celui de Severus Rogue ici présent. Tout simplement parce que devine quel acteur en fait ils ont casté un noir dans le rôle d'un blanc. Dans Smallville. Et rien d'important en plus. Parce qu'on est dans le même cas là. Allô? J'ai plus. T'as plus Alors, à Smallville, les meilleurs amis, les meilleurs potes de Clark Kent à Smallville. Ah, Petros? Oui. Petros, c'est un blanc dans le comics. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est Sam Jones 3e qui restait 2 saisons, il me semble. Pas trop me gourer. Ouais. Mais dans la première année, c'est le meilleur pote de Clark Kent. Ce qui est normal dans le comics, c'est le meilleur pote, c'est le meilleur ami d'enfance de Clark Kent. Je crois qu'il connaît son secret, et c'est même pour ça qu'il est pas repéré dans le film Man of Steel. Man of Steel, t'as Petros qui est casté. Vraiment, t'as une espèce de binoclard qui s'occupe d'une. Il fait partie des victimes. Enfin, il n'est pas mort. Hein. Il fait partie des habitants de Smallville qui se font malmener par les sbires de Zod. Tu te rappelles de la. Voilà. Bah, t'as un plan ou deux où t'as un petit regard d'un binoclard sur Superman.
parce que disons que quand tu comprends le contexte et quand tu sais que c'est Pidros, tu as des petits regards, c'est simplement du mais je te connais toi. Et en fait, parce que les petits regards entre Superman et le mec, dans le feu de l'action, tu comprends que comme si tu as reconnu l'acteur, si tu sais que c'est Pidros, les petits regards, ça veut dire là, mais attends, mais je te connais toi, ça va clair depuis le temps, ça veut dire ça. Ça dure 2 secondes, et si tu n'es pas au fait du casting, tu reconnais pas le type. Le mec est blanc. Le mec est blanc. Dans Smallville, le personnage iconique de Pete Ross, c'est Sam Jones 3e qui est un black, hein, qui est le jeune black, mais vraiment cassé, c'est le jeune black que tu vois dans les pas Eddie Murphy, faut pas déconner, mais c'est vraiment le sidekick black quoi, que tu vois dans tous les comme shows séries policières. Et on est dans le même cas que Harry Potter dans ce cas-là. Après, il y a aussi d'autres personnes qui sont problématiques, et c'est ça que ça s'est fait dénigrer par les fans puristes, on dirait toxiques maintenant, de Smallville, dont je faisais partie à partir de la saison 5 ou 6, ça, je ne m'en cache pas. Oui. Mais c'est simplement que... c'est simplement que le Smallville a eu le temps de vieillir et de faire son temps, et du coup, tous les problèmes qu'il y a eu de l'époque, en fait, ils sont oubliés, quoi. Maintenant, on est à une ère où on veut tout savoir, surtout sur les petits détails, et on a là c'est Warner Bros. On sait maintenant tous les tourments que la production connaît, donc du coup, on a un avis sur tout, alors que c'est classique. Hein. C'est pour ça que moi, j'aimerais plaisir à me documenter sur les anciens trucs, sur les coulisses de production des anciens trucs, pour genre Star Wars par exemple, les premières productions qu'a connu Lucas à l'époque, pour pouvoir relativiser sur la première production actuelle. Ouais. Et donc là, oui, là je reconnais, il y a un petit problème. Mais je me dis, je relativise, j'attends juste de juger sur pièce et de voir, par exemple, s'il a vraiment un rôle important, c'est seulement un rôle de figurant. Parce que si on n'est pas à l'abri de ça, hein. On n'est pas à l'abri qu'en fait, ce soit juste un rôle de 3 scènes, un petit peu comme dans Spectre, je crois, le dernier James Bond, où il y avait eu là, je reviens toujours à ça, parce que c'est vraiment monumental, le bad buzz qu'il y a eu sur, ils vont remplacer James Bond par une femme. Et en fait, c'était juste une vanne dans le film, et en regardant le film, je me suis juste dit, ok, donc ces couillons de fans toxiques, ils ont juste spoilé le film, quoi. Parce qu'il y a, oui, effectivement, il y a une thématique de un agent secret féminin, mais c'était pas James Bond. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça, ils ont spoilé la vanne, quoi. Parce que du coup, quand j'ai entendu le truc, c'est pour ça que le film, c'est plein de bad buzz de plusieurs mois. Là, j'étais mort de rire devant la télé. Ouais, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, par exemple, là, comme je l'ai cité tout à l'heure avant de te laisser la parole, le fait que maintenant plusieurs personnes, et ça je trouve un peu dommage, le fait que beaucoup maintenant de personnes disent oui, mais maintenant c'est ce qu'ils font en fait, c'est un casting Twitter parce qu'ils écoutent les fans, alors que eux-mêmes se plaignent qu'on n'écoute pas les fans des fois quand c'est pas quand il y a un truc qui va pas, etc. Et le fait justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains parlent de casting Twitter alors que finalement, enfin casting réseau quoi, tout simplement. Mais comme je l'ai dit, toi, moi, même vous qui me regardez, on est tous pareils en fait. Donc on se dit, on a envie de voir cet acteur, cette actrice dans un rôle, etc. On est tous comme ça, tu es d'accord? Alors, est-ce que tu trouves normal qu'on en arrive là aujourd'hui? Oui et non, dans le sens où j'ai connu l'époque justement où on n'écoutait pas les fans, donc il fallait y avoir tout ce qui est directeur de casting et production, on avait l'impression que leur logique de pensée, que leur mindset, que leur façon de penser, c'est simplement ils sont gentils les fans, mais ils savent pas comment faire un film, et sauf que à partir de 2000, il y a eu il y a eu quelque chose qui a tiqué, et du coup, t'as l'impression que les boîtes de production n'écoutent plus que les fans pour faire leur truc, et du coup, on a un excès inverse. Enfin, moi, si on était dans la totale, faut pas non plus que ça devienne une tare, hein. C'est bien que les productions écoutent les fans, parce que du coup, ça fait en sorte que les fans bases du matériau d'origine, ce sont des fans acquis qui vont voir le film ou qui vont la suivre la série. C'est ce qu'ils pensent, hein. Mais faut pas écouter que les fans, parce que sinon tu te retrouves avec des simples reproductions.
Je rappelle quand même que Star Wars épisode 9, si il est dans l'état actuel, c'est parce qu'en fait, J.J. Abrams a justement dit qu'il écoutait les fans pour le film. Parce que le précédent réal, je crois que c'était Colin Trevorrow, si ma mémoire est bonne, il s'est barré de la réalisation du film parce que t'avais les fans toxiques qui le harcelaient, mais qui était devenu vraiment psychopathe, qui avait vraiment un teint de psychiatrie médicale. Et je ne plaisante pas. Il y a eu un harcèlement de sa famille et de ses gosses qui a fait dire au mec, bon, moi, je me casse de la production, c'est plus possible. Je ne peux pas continuer ça. Le mec, il n'avait même pas tourné la première image. Il n'avait pas tourné le premier tour de manivelle. Et du coup, il y a J.J. Abrams qui est arrivé, à la rescousse, et qui a dit, bon, pour calmer les choses, je vais vous écouter. Et du coup, on s'est tapé un épisode 9, fait le briquet de broc. Voilà, c'est pour ça que je trouve le film... ça c'est un des points communs que ça c'est un terrain d'entente que j'ai avec des c'est que ce schéma est difficilement défendable. Quand on voit les circonstances de production, on comprend mieux pourquoi. Donc là, on a un paro Attends, tu peux juste recommencer parce que tu as bugué. Ah, pardon. Ouais, je parlais des circonstances de production de Star Wars épisode 9. Donc pour moi, ça représente juste un paroxysme, c'est un sommet, un climax, si tu veux, c'est le plus haut niveau de ce que peut donner en fait le côté on prend en compte trop la vie des fans. Donc c'est bien de réguler. C'est ça le problème. Mais maintenant on a atteint on a atteint un niveau où il serait peut-être temps de calmer le jeu et de laisser les animaux au réel ou à la production ou au showrunner. Parce que sinon on n'aurait pas connu des Star Trek TNG, on n'aurait pas connu tous les œuvres culturelles qui ont fait de nous des fans quoi. C'est ça. Très bien. Merci à toi pour ces quelques mots concernant ces news qui a fait quand même pas beaucoup parler. Et j'espère en tout cas que on va tous s'entendre aussi parce que nous sommes tous passionnés. Donc que ça se passe toujours dans la joie et la bonne humeur et pas comme jouer avec certains fans où ils vont un peu trop loin, etc. Franchement, si on s'entoure bien, voilà, et puis qu'on soit entre passionnés, quoi. Tout simplement, à partager nos expériences, etc. Et franchement, c'est quelque chose de génial. Passé la déception The Witcher, Henry Cavill s'apprête à concrétiser un rêve d'enfant. L'acteur anglais ne participera pas au tournage de la 4e saison des aventures du sorceleur dans la série Netflix. De profondes divergences artistiques, Lauren Schmidt-Isrick l'ont en effet convaincu d'abandonner le rôle de Geralt de Rive malgré tout l'amour qu'il porte à la saga fantasy et à ses adaptations vidéoludiques. Son départ de The Witcher va néanmoins lui permettre d'accomplir un rêve d'enfance. L'ancien interprète de Superman est en effet attaché à un projet d'adaptation en série live-action de l'univers Warhammer 40K. Henry Cavill est en effet connu pour son amour de la franchise de figurines imaginée par la compagnie britannique Game Workshop. Après de longs mois de silence, laissant craindre aux fans que le projet n'avançait pas, l'acteur suivi par 27,5 millions d'abonnés sur Instagram a pris la parole pour donner de bonnes nouvelles. L'année écoulée a ainsi permis à Henry Cavill et aux équipes de Game Workshop et Prime Video de trouver un accord pour permettre à cette adaptation de voir le jour. S'il faudra attendre encore quelques années avant de découvrir la première série Warhammer sur la plateforme Amazon, l'acteur anglais promet déjà aux fans que le résultat sera à la hauteur des attentes. Il faut dire que celui-ci aura son mot à dire sur les principales décisions du fait de son statut de producteur délégué. Je cite « Mon incroyable équipe et moi-même, ainsi que les esprits brillants de Game Workshop, avons échangé au sujet de l'énormité de la magnificence du monde de Warhammer. Nous avons passé en revue la galerie du personnage incroyable et nous nous sommes plongés dans différents types d'ouvrages. Nos efforts combinés nous ont permis de trouver le point de départ idéal pour notre univers qui a ensuite été approuvé par les responsables d'Amazon et de Game Workshop. Ce point de départ reste pour le moment secret, mais reste à l'affût car de nouvelles informations vont venir avec le temps. La franchise Warhammer 40K a vu le jour à la fin des années 80 sous la forme de figures à assembler puis à peindre de figurines.
Différents scénarios ont permis à cet univers fantastico-futuriste de se développer et de gagner en popularité au fil du temps. De nombreux romans, comics et jeux vidéo ont vu le jour. Un film d'animation intitulé Ultramarine est également sorti en 2010. L'adaptation de l'univers Warhammer 40K sera retrouvée prochainement en exclusivité sur Prime Video. Et vous, l'attendez-vous cette série ? Mon cher invité, que penses-tu ? Et surtout le fait que maintenant ça commence aussi à avancer. Oh oui, que du positif. Hein. Moi, ce qui me rassure pas mal, c'est sur le cas de Warhammer 40 000, c'est que la caution geekitude respect de l'œuvre a acquis avec The Witcher. Parce que ça, c'est le truc, quand même. Le mec se barre d'un truc, normalement, c'était lui la star de la franchise. Le mec se barre parce que les scénaristes ne respectent pas suffisamment le matériau d'origine, donc je ne le cautionne pas. Là, il rejoint une service quelque chose qui est monumental pour les geeks, pour les passionnés de jeux vidéo, et du coup, là, rien, il a acquis un côté respectueux de l'œuvre avec The Witcher, genre je ne le cautionne pas, mais par contre, ça, je vais le superviser. Donc là, il se met en danger, parce que si jamais c'est foiré, on pourra dire. Parce que là, c'est lui qui supervise ce truc, qui est l'exécutif producer. C'est lui c'est lui qui est à la base du projet. Donc là, il se met en danger. Je veux dire, il a pas intérêt à ce que ça se plante. Ou en tout cas, à ce que niveau aspect de l'œuvre, ou en tout cas, il n'est pas intérêt à avoir des fans toxiques qui s'en prennent à lui. À mon avis, j'espère qu'il se met en, c'est pour ça que je dis, il se met en danger. Parce que on pourra lui pardonner des problèmes techniques, si c'est un peu brouillon par exemple, mais au niveau de respect de l'œuvre, il a de respect de l'œuvre, il n'aura pas de, il n'aura pas de marge. Donc vraiment, il faut que ce soit bien fidèle, il faut qu'il y ait au moins des facettes de Warhammer 40 000 qui soient respectées. Mais le simple fait qu'il se soit cassé d'un truc qui, normalement, aurait dû faire de lui la vedette de la franchise, parce que normalement, The Witcher, c'est lui, il a acquis quelque chose, quoi. C'est pas innocent, il a acquis quelque chose. Donc là, ça démarre sur de bonnes augures. Normalement, mais je sais pas trop comment il fait pour gérer. Ah, je suis confiant. Très bien. Donc, on voit aussi que, voilà, Mulder, et puis peut-être vous aussi, vous êtes confiant, vous avez envie de découvrir, parce que pas uniquement que vous êtes fan d'Henry Cavill, mais simplement que, voilà, vous voulez voir des projets aboutir, et donc, voilà, le fait qu'on donne de bonnes nouvelles, eh bien, ça ne fait que du bien. Patrick Dempsey, mondialement connu pour son rôle de Dr Mamour dans Grey's Anatomy, change totalement de registre. Dans Dexter Original Sin, l'acteur incarne le capitaine Aaron Spencer, un policier à l'apparence coriace de la Miami Metropolis. Mais ce qui retient l'attention, c'est son relooking pour l'occasion, une moustache bien marquée, parfaitement raccord avec les années 90 où se déroule la série, les années 90. La série préquelle de Dexter, devenue culte, plonge les spectateurs dans le Miami de 1991. Patrick Gibson incarne un jeune Dexter Morgan, étudiant en criminologie et stagiaire à la Miami Metropolis. Sous la tutelle de son père adoptif, Harry Morgan, joué par Christian Slater. Dexter découvre comment canaliser ses pulsions meurtrières en suivant un code moral strict. Et on devine déjà que le capitaine Spencer n'est pas là pour plaisanter. Et même si le père de Dexter est très apprécié au commissariat, les choses ne seront pas faciles pour le tueur en herbe. Il doit trouver un moyen de se perfectionner dans son métier. Il arrive en tant que stagiaire et de faire fonctionner ses deux passions pour sans se faire prendre. On connaît tous la fin, mais il est temps de voir maintenant comment tout a commencé. Présenté en avant-première au Comic-Con Experience à Sao Paulo, le teaser de Dexter Original Sin n'a pas manqué de faire réagir. Outre Patrick Dempsey, la série réunit Sarah Michelle Gellar, ravie de ce nouveau rôle, et des visages familiers comme James Martinez et Alex Shimizu. Le tout est narré par la voix inimitable de Michael C. Hall, un clin d'œil aux fans de la première heure. Si la série est lancée ce mois-ci,
sur Paramount Plus aux États-Unis. Il faudra attendre l'année prochaine pour la découvrir sur Canal Plus. Attendez-vous cette série? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais laisser la parole à mon cher Mulder. Allô? Oui. Oui? Ouais. Il est parti un petit moment. Oui, alors pour Patrick Dempsey, il me semble que ils sont passés il n'y a pas longtemps dans une convention, je crois. J'ai vu des stories entre Patrick Dempsey et enfin sur le compte Insta de Sarah Michael Gellar, je crois qu'elle fait partie aussi de Dexter Original Sin. Non Exactement, c'est ce justement donc, que j'avais dit pour cette nouvelle série. Aussi, qui a été présenté en avant-première au Comic-Con Experience. Ah, c'est pour... Voilà, c'est pour ça que j'ai... Oui, pour ça, sans doute pour ça. Parce que sur Instagram, je suis pas mal de mes actrices favorites, dont Sarah Gellar et Alice Hannigan et compagnie. Ouais. Pour Patrick Dempsey, c'est pas la première fois qu'il fait un truc de serial killer. Avant Grey's Anatomy, on pouvait le remarquer aussi dans Scream 3, il joue l'inspecteur qui enquête sur les crimes de Ghostface. Mm-hmm. Donc du coup, il côtoie 9 Campbell toute la bande. Donc là, il y a un petit côté retour au point de départ pour Patrick Dempsey, parce qu'il joue un inspecteur, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que tu as vu par hasard donc la série d'origine et le revival, enfin je sais pas comment appeler ça, l'espèce d'autre. Tout en rapport avec Dexter? Non. Ouais. Non. Parce que moi du coup, j'ai vu l'intégrale de la série mère, j'ai vu la nouvelle version New Blood. Original Sin, ça m'intéresse pas mal, juste parce que j'ai envie de voir dans quelle direction ils vont mener le truc. Mais moi, ça me... L'impression que j'ai, c'est que Showtime fait partie de tous les networks qui ils ne peuvent pas se permettre d'expérimenter. Là, c'est la crise est trop importante à Hollywood en ce moment, ils ne peuvent pas se permettre d'expérimenter, donc ils misent tout sur la lecture. C'est pour ça qu'on se retrouve avec pas mal de revival. En ce moment, ça avait commencé bien avant la ce qui est MacGyver et Wolf of Zero, ça avait commencé à... Mais là, c'est vraiment pendant leur tour. Les caisses sont vides, ils doivent les remplir. Et le problème qu'ils ont, c'est que ils peuvent pas engager des scénaristes pour vraiment créer des concepts nouveaux. Du coup, ouais, on se retrouve avec des Dexter Original Sin. Enfin, même si le projet était dans les cartons depuis un bail, parce que il me semble que ce projet-là, c'est fait depuis un moment, parce que le Dexter Original Sin, le Dexter de base, ça fait partie des gros titres de franchise. Enfin, ça fait partie des gros titres qu'ils espèrent développer ça en franchise. Parce qu'il me semble qu'il y avait d'autres projets sur les. Alors, j'avais vu qu'il y avait des trucs sur. Comment dire? Ils avaient l'espoir de développer des projets sur la tueur en série que aurait côtoyé Dexter dans la série, de façon à pouvoir faire des spin-offs. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc ils ont fait des gros projets envers la série, quoi. Ouais, c'est que développer, enfin je dis pas un univers, mais presque en fait, avec des spin-offs et compagnie. Ben un peu, ouais, c'est dans le sens où dans l'histoire de la série mère, le truc c'était de voir un tueur en série qui devient légiste. C'est grosso modo le Dexter Morgan, c'est il travaille pour la police en tant que médecin légiste. Sauf que nous, spectateurs qui le suivons, on est au courant que le mec, c'est un tueur en série, il a des pulsions de tueur. Et il a des pulsions de meurtre. C'est un tueur en série. Sauf que pour ne pas choper, il a réussi à trouver un moyen, trouver une fonction, un poste, qui fait que ces pulsions servent la société en général. C'est qu'en grosso modo, il passe totalement inaperçu parce qu'il arrive à contrôler ses pulsions. Elle est dirigée, quoi, en étant légiste. Ses obsessions, en fait, ces obsessions le servent dans sa fonction de médecin légiste, dans son métier de médecin légiste. Donc du coup, tout le monde il passe le fait qu'il fasse des remarques sur les jets de sang, par exemple, sur l'état du cadavre, ça passe comme une lettre à la poste, vu que les listes, c'est sa fonction, c'est son statut. Ouais. Et donc, à chaque saison, il avait affaire à un tueur en série différent. C'est ça qui faisait le sel de Dexter, la série mère, c'est de voir un tueur en série qui travaille pour la police, faire son enquête en fait, et réussir à choper un tueur en série. Vu que lui, c'est lui-même un serial killer,
bah, il sait reconnaître et pister les serial killers. Vu qu'il sait en fait comment marchent les serial killers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je C'est vois ça, bien. c'est ça le charme du truc. Et du coup, en 5-6 saisons, je crois, chaque année de Dexter, bon, on a vu bah oui, une dizaine de tueurs en série, une dizaine de serial killers. Et c'est sur ces tueurs en série-là que voudrait que la chaîne devrait développer les projets de spin-off. Parce qu'on a vu que le moment où ils se font avoir par Dexter, mais alors du coup, il y a ils ont toute une vie derrière qui est juste survolée et que la chaîne aimerait bien exploiter. Je Ouais. pense au tueur à la Trinité, par exemple, au jeu de John Nazo. Je pense, il me semble que ce serait pas mal qu'il fasse un truc sur. Alors, il me semble qu'il y avait. Alors, je veux pas spoiler le truc, mais il y avait lors d'une saison Dexter, il y avait un pote avec un assistant du procureur en campagne. Et donc, en étant pote avec lui, le mec bascule en fait dans le côté obscur. En grosso modo, devient un serial killer. Et ce serait pas mal de faire une série sur lui. Parce que du coup, tu verrais comment tu verrais les coulisses en fait du pouvoir, mais dans une ville en Floride, gangrénée par un serial killer. Quoi. Comment être politicien encore dans un bled où la criminalité est tellement haute que bah il y a des tueurs qui peuvent débarquer un peu partout. Ce serait pas mal quoi. Ok. D'accord, je vois très bien. En tout cas, mon cher invité a l'air emballé. N'hésitez pas à me dire à vous aussi si vous êtes emballé par cette origin story aussi de Dexter. Et dans tous les cas, peut-être que nous aurons plus d'informations dans les prochains jours. Qui sait? Nous verrons bien. C'est l'annonce de la soirée par le média The Wrap. Et confirmé ensuite par Deadline. Chris Evans, le célèbre Steve Rogers de la saga du MCU, fera son retour dans le prochain méga événement de Marvel Studios, Avengers Doomsday. Le mystère plane sur le rôle qu'occupera l'acteur dans le film, notamment face au fait que son Steve Rogers a été laissé drôlement âgé dans Avengers Endgame, et que son autre personnage, la Torche Humaine, des films 4 Fantastiques de 2005 et 2007, a connu un destin funeste dans Deadpool et Wolverine cet été. Peut-être dans un rôle inattendu lié au multivers, un Captain Hydra, le parallèle avec le retour maléfique de Robert Downey Jr. fera couler de l'encre. Autre retour confirmé par Deadline, c'est celui d'Anthony Mackie dans son rôle de Sam Wilson alias Captain America, le nouveau Captain America, le remplaçant de Steve Rogers. Celui qui occupera le rôle titre de son propre film dans Captain America Brave New World dans 3 mois devrait très certainement occuper une place de choix dans la composition de la future équipe des Avengers. Nul doute que le film apportera des éléments de réponse à l'approche du film. Il rejoint donc sans surprise un panel de héros restreint à ce stade, mais déjà impressionnant. Doctor Strange, Spider-Man, les 4 Fantastiques ou encore les Thunderbolts. N'hésitez pas à réagir à cela et je voulais aussi que vous sachiez qu'il faut faire attention parce que je vois aussi des fois sur YouTube Game que certains se trompent. Ils sont à fond dessus sur les news justement concernant ceci. Je vois certaines personnes qui mettent le retour de Steve Rogers alias Captain America dans le MCU, c'est impressionnant. Mais non, ça, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est que vous et que beaucoup disent ouais, mais pourquoi Robert Downey Jr., pourquoi Chris Evans? Juste avant de faire intervenir mon invité, sachez aussi que si vous vous posez ces questions, alors que on en est à je sais plus combien de films déjà, que ce soit Marvel ou même en rapport avec DC Comics, qui a déjà abordé ce sujet de multivers, bah, finalement, est-ce que vous connaissez le multivers? Parce que c'est simple. Admettons, on est sur Terre Prime, ou Terre 1. Je suis en train de présenter mon émission. Dans la Terre 2, je sais pas, je m'appelle également Raphaël Chalros et je suis un boucher. voilà, je dis ça au hasard. Et peut-être dans d'autres terres, Raphaël Chalros, ce n'est pas moi physiquement, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, un peu comme on a vu dans le... Par exemple, il y a eu le live action, donc un crossover Crisis on Infinite Earth, que je n'ai pas vu, mais dont j'ai vu certaines scènes, et on comprend très bien ce qui se passe.
Et là, avec le Marvel Cinematic Universe, si on compte à part, hein, bien évidemment Deadpool et Wolverine, parce que pour moi, si on compte parmi les films du MCU, eh ben il y a une grosse incohérence. Mais sinon, si on compte à part, il n'y a pas d'incohérence du tout. Et donc, Chris Evans peut bel et bien revenir. Et il peut être Steve Rogers. Mais ce Steve Rogers-là n'est pas Captain America. Et ça, tout est possible. Tout est possible. Il peut revenir et puis être un autre héros, par exemple. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait. J'allais dire pas logique, mais possible. Tout à fait possible. Tout comme là, par exemple, Robert Downey Jr. Ce n'est pas Tony Stark, mais c'est un autre. Un autre personnage. Là, il peut être un autre personnage, comme il peut être Steve Rogers sans qu'il soit Captain America. Mais qui peut être un autre héros. Et puis en fait, Captain America, sur la Terre de Steve Rogers, de ce nouveau Steve Rogers, est un autre personnage. Voilà comment fonctionne le multiverse. Donc, j'aimerais bien que vous voilà, prêtez vraiment attention et pas que vous partez directement dans vos idées simplement parce que Chris Evans est là, que c'est Steve Rogers, Captain America de retour. Non. Voilà. C'est pour ça qu'il faudra être attentif aussi à ce qu'il pourrait incarner comme personnage, possiblement nouveau, comme je vous ai dit, peut-être même le retour de Steve Rogers, mais qui n'est pas Captain America, puisque sur cette Terre, c'est peut-être un autre personnage qui l'incarne. Enfin voilà. Mais maintenant, je vais laisser tout de suite la parole à mon cher invité. J'ai assez parlé et je vais... écoutons-le. Bah, moi, ça confirme. Moi, ça confirme le fait que oui, ils vont profiter du multivers et l'exploiter à fond, chose que ils n'avaient pas encore fait tout à présent. Alors, t'oublies quand même que Chris Evans a... Ah, zut, je spoil ou pas le truc. Ah, il est déjà apparu dans Deadpool. On va dire ça comme ça. Dans Je l'ai un dit tout à l'heure. torche humaine qui tourne, qui Ouais, je fait l'ai des dit. torches humaines. Ouais. Et Je l'ai dit. ouais, parce que là, ils vont profiter vraiment du multivers dans Secret Wars, dans Doomsday, sauf quoi dans les deux. Et du coup, ouais, pour moi, c'est juste, il a juste un variant pour en voir. Voilà, Steve Rogers a fini son arc dans un game, et là, du coup, Chris Evans, Sur la bah, Terre, sur Terre 1. oui, Si les voilà, choses, voilà. sur dans le Steve Rogers qu'on connaît depuis Captain America, il a fini son arc. Donc là, il va revenir pour un variant. Ben, c'est comme Downey Junior va revenir. Enfin, pour moi, c'est ma première pensée quand il est apparu au Comic Con, c'est que super, donc un variant va débarquer. Enfin, il se garde d'interaction du multivers sur Terre Prime, enfin je sais pas comment appeler ça, depuis X temps. Du coup, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il profite vraiment du multivers, mais je crois que c'est bon, ça y est, depuis The Marvels, il profite vraiment du multivers. Donc on va voir débarquer des variants, on va voir les collisions entre, ça s'appelle les inclusions, je sais plus le terme exact, les chocs entre deux univers vont se multiplier, oui, et oui, donc ça va donner lieu à Secret Wars, à les Fantastic Four qui débarquent dans Terra Prime. Ouais, Voilà. on va voir débarquer pas mal de variants, donc le multivers va vraiment être bien développé. Pour moi, ça confirme juste ça, qu'on va voir les variants débarquer sur Terra Prime. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc après tu me dis, hein, mais comme je l'ai dit, c'est pas parce que Chris Evans est là que forcément Steve Rogers, Captain America, sera de retour. Non, alors parce que je vois sur le YouTube Game que beaucoup en pensent ça, non, bah ça veut dire que vous n'avez pas compris l'information, parce que, et vous n'avez pas compris le multivers, parce que, voilà, ce qui a été dans Crisis on Infinite Earth, le live action, donc crossover de la reverse, on a bien vu, par exemple, que même dans Barry Allen, par exemple, sur Terre 1, il a un autre Barry Allen sur Terre 2, mais qui n'est pas Flash. Même chose que pour Crisis on Infinity Earth, où tu vois le Superman de la reverse, qui est Tyler Hoechlin, et tu vois le Superman de Tom Welling, de Brandon Routh, qui est aussi Clark Kent. Mais ce sont pas les mêmes acteurs, voilà, ce sont pas les mêmes personnages, les mêmes persos. Et là, comme justement pour beaucoup qui s'excitent dessus sur le casting, bah en fait non, il n'y a pas à s'exciter. Parce que Steve Rogers, comme l'a expliqué tout à l'heure même Mulder, le Steve Rogers Captain America de terrain, c'est fini.
Vous pouvez avoir, admettons, un Steve Rogers de Terre 2, mais qui n'est pas Captain America, puisque Captain America est campé par un autre personnage. Je sais pas, Steve Rogers, il peut être serveur dans un bar, sur Terre 2 ou je ne sais quoi. Voilà. Ou alors, tout simplement, il va incarner un autre rôle. Ça, c'est encore à définir, mais voilà, il faut pas s'exciter parce que c'est Chris Evans, que c'est Captain America sera forcément de retour. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mon cher Mulder, mais je te laisse t'exprimer là-dessus. Parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux actuellement et j'allais dire les fans, même aussi les aficionados, j'ai l'impression qu'ils comprennent à moitié les infos qu'on leur donne. Ça fait plus vendeur de dire ça, tout simplement. Ça fait plus vendeur de titrer Steve Rogers dans la MCU, tout simplement. Je fais plus rire, c'est pour ça que il y a beaucoup maintenant, je me suis désabonné. Je pense au compte Marvel Update sur Twitter, sur Twitter. Je me suis désabonné il y a pas mal de temps parce qu'il racontait des conneries. Il faut savoir quand même que pas mal de scoopers, Jean-Daniel RPK, se sont fait débunker. Il y a peut-être pour le cas de Wolverine, de Deadpool et Wolverine. Il y en a pas mal qui se sont fait débunker parce qu'ils avaient balancé en fait des news en fait qui croyaient être des rumeurs sur ce sûr et en fait ça s'est révélé être un tweet sur comment ça s'appelle l'espèce de gros forum là, enfin bref ils avaient balancé des rumeurs mais sur le forum. Grosso modo c'est ça. Et les mecs qui tenaient le forum se sont excusés eux-mêmes parce que en fait c'était de voir comment ça prenait. Parce que eux, en fait, c'était un délire en fait de soirée où les mecs se la jouaient, les journalistes en fait qui ont entendu ça et ça venant des couloirs de Marvel, en fait, enfin des couloirs de la studio de prod, je sais plus lequel que c'est précisément, mais ça vient d'être délire de eux en fait. Et quand ils ont vu comment ça prenait en fait au bout de plusieurs mois, leur délire c'était de faire comment dire, la théorie, c'était que les personnages que l'on voit dans Doctor Strange 2, je sais pas si tu as entendu parler de cette théorie-là, enfin cette news-là, reviendraient dans Wolverine et Deadpool, et ce seraient ces personnages-là, genre Xavier, genre Black Bolt, genre le Captain Marvel, genre le... je me souviens plus. Voilà, les personnages que l'on voit, les Illuminati, reviendraient, les personnages en fait que l'on reviendrait dans Deadpool pour se venger de ce que Scarlet Witch a fait dans Doctor Strange 2. Donc il y aurait un fil rouge. Et donc ils se sont excusés, mais 3 mois avant, parce que il y avait eu une rumeur ensuite disant que Marvel faisait des shoot pour gommer une partie de l'intrigue. Or les mecs qui tenaient le forum se sont excusés parce que non mais ça vient de chez nous ça, on déconne, c'est pas vrai. Et du coup, tous les scoopers ont dû s'excuser d'avoir balancé les rumeurs issues de ce forum. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites gaffe les mecs de partir en freestyle comme ça. Vous n'êtes pas à l'abri que 2-3 mois avant, les mecs s'excusent en fait d'avoir balancé une rumeur qui s'avérerait être juste une rumeur, c'est-à-dire qui n'est pas fondée. Donc ça sert à rien de dépenser son temps et son énergie pour essayer de prouver que non mais la rumeur vient d'un scooper 100% fiable. Ce scooper 100% fiable peut se planter, avoir mal compris ou compris de travers. Ouais. Et du coup, au moment où le film sort, merde d'ailleurs, c'est pas comme je l'avais compris. C'est ce qui s'est passé avec Snyder, ça. La Snyder's Cut de Snyder. C'est ce qui s'est passé. Personne n'a vu venir le plan de reboot de James Gunn. Tous les scoopers disaient non mais c'est bon, Henry Cavill va débarquer, il va affirmer la scène post-crédit de Black Adam, ça veut dire c'est sûr à 100%, ça va revenir. On n'attend plus que la confirmation par Snyder. 2-3 semaines, qu'est-ce que je dis, 2-3 semaines après Black Adam, le film bide, et t'as James Gunn, enfin t'as le CEO de Warner qui affirme finalement non, le fameux reboot de Snyder, on va pas, le fameux revival, retour de Snyder, on va pas le faire, on va partir sur autre chose, on va demander à James Gunn de relancer à lui tout seul le DCU. Alors que pendant des années, t'avais tous les fans de Snyder qui étaient en train de faire pression auprès de Warner pour relancer la machine. Alors que du coup, t'imagines bien en fait les heures perdues pour rien. Ouais, je vois. Bien.
Bien, merci en tout cas pour ces mots concernant justement Avengers Doomsday. On verra de toute manière ce que Chris Evans, quel rôle il incarnera. Mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne partez pas du principe parce que il a incarné Captain America Steve Rogers que forcément voilà. Il faut relativiser un peu, respirer et voilà, avoir des spéculations comme nous tous, hein, mais faut pas vous attendre à ce que Steve Rogers, Captain America revienne. Voilà. En tout cas, sur Terre 1, il n'est plus. Donc voilà. Bien. Après avoir récemment brillé dans Tenet, The Fall Guy ou Bullet Train, Aaron Taylor Johnson s'apprête à revenir dans l'écurie Marvel dans Kraven le Chasseur en salle le 18 décembre prochain. Chez vous en France, chez nous en Suisse, c'est ce soir. Le comédien avait déjà fait un petit tour du côté de la Maison des Idées en 2015 dans Avengers l'ère d'Ultron. Toutefois, c'était au sein du MCU qu'il avait évolué et non chez Sony Marvel, comme c'est le cas dans Kraven. Lors d'une interview avec le site IMDb, l'acteur de 34 ans, pressenti pour être le nouveau James Bond, est revenu sur son expérience dans le Marvel Cinematic Universe et son personnage de Quicksilver, Pietro Maximoff. Ce super-héros, capable de manipuler le temps avec sa super vitesse, a également été campé par Evan Peters chez les X-Men dans l'univers Sony Marvel. Aaron Taylor Johnson a évoqué ses relations avec son homologue, assurant qu'il gardait un lien fort grâce à ce même personnage, joué pour deux univers différents. Cependant, le futur Kraven a émis une interrogation légitime. Pourquoi Wanda Maximoff, jouée par Elizabeth Olsen, n'a pas ressuscité son Quicksilver qui n'est autre que son frère jumeau? En effet, dans la série WandaVision, c'est la version jouée par Evan Peters dans X-Men qui fait son apparition. Grâce à ses capacités lui permettant de modifier la réalité, Wanda, alias la sorcière rouge, aurait facilement pu faire revenir son vrai frère. Pourtant, l'équipe du show Disney+ a préféré prendre le public par surprise en mélangeant les univers. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas ressuscité, s'est donc interrogé Aaron Taylor Johnson a raison. En effet, l'acteur a connu un passage éclair au sein du MCU dans Avengers 2 avant de voir son personnage mourir tragiquement. Ce choix a d'ailleurs laissé les fans circonspects car le personnage et le comédien est adoré des aficionados de la franchise. Ce dernier a eu un meilleur traitement chez Sony Marvel avec 3 apparitions mémorables dans X-Men Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix. En attendant que Wanda ressuscite éventuellement son frère jumeau dans le futur du MCU, on retrouvera Aaron Taylor Johnson dans Kraven the Hunter le 18 décembre. Il tiendra également le rôle principal de 28 ans plus tard, film de zombies de Danny Boyle, qui débarquera en salle le 18 juin 2025. La bande-annonce a d'ailleurs été dévoilée le 10 décembre dernier et elle promet de boucler avec brio la trilogie initiée en 2003. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec même Aaron Taylor Johnson? Voudriez-vous le revoir dans le MCU, dans le rôle de Quicksilver? À vous. Et surtout, à mon invité Mulder. Bah oui, j'aimerais bien le revoir. Pour moi, il était... pour moi, c'est le meilleur Quicksilver en fait. Je préfère largement Pietro de X-Men d'ailleurs. Il y a trop de trucs qui décodent avec le X-Men, donc Quicksilver. Effectivement, oui, enfin, c'est tout à fait en fait dans WandaVision, c'est pas tout à fait le truc en fait. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas explicité? Enfin, c'est ça la question. C'est justement une des révélations dans WandaVision, c'est qu'elle ne peut pas faire revenir les gens. Elle ne peut pas. Son pouvoir, c'est de changer l'apparence et le mental des gens. C'est comme ça qu'ils l'ont décrit. C'est bien expliqué dans WandaVision et aussi dans Agatha All Along, parce qu'on parle de Scarlett, donc je vais pas spoiler le truc, mais ouais, il y a une réponse à ça, au pourquoi du comment. Donc c'est pas une facilité scénaristique du tout, hein. C'est vraiment pour exploiter bien le pouvoir de Wanda. Pour Aaron Taylor Johnson, alors moi je le connais depuis Kick-Ass. Je crois qu'il joue le personnage de Kick-Ass, donc je le connais de là. Avec comment ça s'appelle? Evan Peters, je crois que. Alors je sais plus lequel qui joue Kick-Ass, c'est lequel qui joue Pote. Mais je le connais de là, et je trouve le mec super charismatique. Alors, dans les rumeurs en question, tu oublies de préciser que le mec est bien vu pour le prochain James Bond. C'est ce que j'ai dit. Ah merde.
Pas de soucis, t'inquiète pas. Merde. Et donc c'est Il est pour pas te dire sorti, oui. ouais, parce que on attend, tout le monde attend la confirmation. Moi, le premier, parce que le mec a une prestance qui lui c'est bien, qui va bien avec le personnage. Et je sais pas quoi, mais je suis assez étonné, ouais, que il n'ait pas fait appel à lui pour Deadpool, encore que, parce que je me demande s'il fait pas partie des derniers, en fait, cartouches que se réserve Marvel pour Secret Qui sait? Wars Pro 12. Mais ce serait super partant, parce que je sais que pour Secret Wars et Doomsday, t'as déjà Elizabeth Olsen, je veux pas spoiler, mais qui est déjà pressenti pour revenir. Oui. Et mais lui, j'attends, parce que du coup, bah, l'histoire de Variant, Christian Robert Downey Jr., bah oui, je fais partie de ceux qui, mais oui, et lui alors, quand vous le confirmez, parce que c'est le moment ou jamais, quoi. Ouais. Très bien. Donc toi, tu aimerais le voir revenir. Ah ouais, c'était un très bon ajout. C'est un de mes préférés dans Avenger 2. J'étais super. Whedon, en quelques scènes, a réussi à bien capter le perso. Et Aaron Johnson a lui donné une bonne présence. C'est bon, en 2-3 scènes, c'est bon, il est attachant. Le grand frère qui s'occupe de sa sœur, il a bien capté le truc. Et le côté arrogant, mais pas sans rire du mec, parce que en 2-3 scènes, il a réussi à taquiner un des Avengers. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais Hawkeye, je sais qu'il par exemple. Oui. Voilà. Et ouais, du coup, en 2-3 scènes, tu dis putain, c'est Alors, quick. tu l'avais pas venir celle-là? Voilà, c'est ça. En 2-3 scènes, c'est bon, je valide le mec. Mais juste en 2-3 scènes, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y avait juste le costume qui posait problème, mais encore ça, en 2-3 films, ça aurait pu le faire. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression que nous sommes tous, en tout cas, comme l'acteur, c'est-à-dire qu'on aimerait le revoir. Après, on va voir si ça peut se faire dans Avengers Doomsday ou on verra bien. Tout ce qui se passera, ça serait vraiment pas mal de le faire revenir en tout cas. Ça serait cool. Et donc voilà, Evan Peters, comme on l'avait vu tout à l'heure, comme je l'avais cité tout à l'heure. Alors que le tournage de The Mandalorian et Grogu s'est terminé, les infos de casting se font très discrètes. Alors que Sigourney Weaver a été officialisée lors de la convention D23 au Brésil, une autre star hollywoodienne se rajoute à la liste, tout en officialisant le retour d'un personnage plus ou moins oublié des fans. Et c'est pour ça que même quand j'entends certains rager sur ce genre de news, donc je vais vous en dévoiler tout de suite, eh bien c'est que finalement vous avez tout oublié parce que les trucs que vous avez aimés avant, eh bien si vous vous souvenez, eh bien c'est quelque chose de franchement qui m'intéresse de fou, peut-être mon invité aussi, et vous aussi si vous aviez vu les projets précédents. À savoir donc, en effet, nous apprenons via un article de Variety que Jeremy Allen White, le héros de l'excellente série The Bear, prêtera sa voix au personnage de Rota, le fils de Jabba the Hutt que nous avons découvert dans le film Clone Wars. Alors, Rota parlera-t-il le basique? Sera-t-il le méchant du film? Dans tous les cas, il ne semble pas pressé de reprendre la place de son père 7 ans après sa mort, vu que Bib Fortuna puis Boba Fett se sont appropriés son trône sans trop de résistance de sa part, a priori. Que pensez-vous de ce casting-ci? Êtes-vous excité? Dites-moi ce que vous en pensez, car c'est vrai que, voilà, un personnage de Clone Wars qui arrive, enfin, on va le voir adulte cette fois-ci. Qu'est-ce que ça vous invoque? La parole est à toi, Mulder. Un plus, hein. Un plus. Attends, dans ce monde de l'arien, la plupart des personnages secondaires viennent de Clone Wars. Genre, t'as Bo-Katan, comment ça s'appelle, Fennec Shang, oui, la plupart des personnages secondaires rencontrés par le Mandalorian viennent de Clone Wars. Donc c'est un de plus, quoi.
Et quand je dis Clone Wars, c'est pareil pour The Book of Boba Fett et pareil pour Ahsoka. Et Ahsoka, surtout. Ahsoka vient de Clone Wars. Ahsoka Tano. C'est donc un plus, quoi. Un plus. Ça fait confirmer le lien avec le canon de Lucas. Et du coup, moi, ça me fait gentiment marrer. Enfin, c'est un gag récurrent chez moi. C'est le fait que les fans toxiques vont empester parce que non, mais c'était plus canon, c'était pas canon. Oui, oui, attendez, depuis la première saison, t'as des personnages qui sont rentrés dans le canon et qui viennent de Clone Wars. Enfin, il y a des tas de personnes qui n'ont jamais vu Clone Wars, qui ont découvert Pocahontas, Action et compagnie, via Mandalorian. Et pour moi, ça fait confirmer que ouais, il y a pas mal de rien que Clone Wars et Star Wars Rebels. Enfin, ce qui vient après Clone Wars, Star Wars Rebels. Ah oui, ils font partie du canon. Et moi, je suis content de voir que dans l'univers étendu de Disney, bah oui, bah du coup, ça n'oublie pas les trucs. Et il y a des personnages iconiques importants qui sont pris en compte. Donc, donc, ça veut dire qu'il va y avoir des reshoots à Mandalorian, parce que s'ils castent quelqu'un alors que le tournage est fini. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour quelqu'un? C'est normal, quoi, parce que donc, quand quelqu'un est en train de gueuler sur les reshoots, bah oui, mais ils ont annoncé le casting d'un gars, genre 2 semaines après le tournage. Donc, c'est normal qu'il y ait des reshoots, rien que pour caser la personne, quoi. Enfin. En même temps, dans tous les films, il y a des reshoots, en fait. Bah voilà, ouais. Même dans Superman, je sais pas si t'as vu, il y avait Superman James Gunn qui a annoncé qu'il y aurait des reshoots. Le mec a dit c'est empressé de dire, ah on veut pour un jour et demi. Ouais, on veut pas de reshoot pour un jour et demi, là. Voilà. Donc pour moi, c'est même pour Mission Impossible dernier, il y a eu des reshoots en fait pour travailler l'intrigue. Donc, comme tu dis, dans tous les films, maintenant, tout le blockbuster, il y a des reshoots, il n'y a pas de quoi paniquer. Moi, j'ai connu l'époque, en 90, où il y avait effectivement eu des reshoots, mais énormes sur le premier Mission Impossible. Ça n'a pas empêché le film d'être un super film de base, un super film, en fait, au point de maintenant, il devient classique culte, hein, quand même. Ouais. Et d'ailleurs, comme tu as dit, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément vu Clone Wars, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, si t'écoutes en ce moment, justement comme ça, et puis qui aimeraient potentiellement découvrir ce lore? Ah bah si vous avez raté le truc, vous ne savez pas ce que vous ratez. Et c'est juste dire que Star Wars, ça ne se limite pas au film. Il y a des dessins animés qui sont vachement bien, donc Clone Wars. Rebelle, j'ai pas vu. Il y a des téléfilms aussi qui sont pas mal. Je parlais de l'aventure des Ewoks la semaine dernière. Pour le remater en mode chili pour Noël, c'est parfait, c'est nickel. C'est vraiment film pour enfants, mais pour Noël, il faut le voir comme ça. Hein. C'est un one shot qui a de lointains rapports avec Star Wars. Pour Clone Wars, c'est super parce que vous avez une nouvelle vision de la saga. Moi, ça m'a appris des trucs sur Star Wars. Par exemple, que les Jedi, c'était des espèces d'agents spéciaux qui travaillent pour la Haute République. C'est pas très clair dans les films. Donc le Wars, c'est plus explicite, c'est plus limpide. C'est que les Obi-Wan Kenobi, Anakin et compagnie, enfin tout le conseil des Jedi, c'est des agents secrets, mais c'est des agents spéciaux, des envoyés spéciaux de la Haute République qui s'occupent de diplomatie et qui s'occupent aussi qui ont des missions d'infiltration et compagnie. C'est des agents spéciaux de la Haute République. C'est pas très visible en fait, compréhensible dans les films. Là, c'est vraiment bien exploité. Et t'as des tas de thèmes qui sont bien exploités. Les Stormtroopers ont des fils rouges à eux-mêmes. Je crois qu'il s'appelle Rex. Rex, c'est dans les Stormtroopers, tu as le chef en fait, c'est le commandant en chef dans la troupe, tu as un Ogame, il s'appelle Rex. Et ce mec-là a un petit fil rouge. Tu le vois régulièrement, il vient un petit peu pote avec Anakin et Obi-Wan dans le sens où c'est lui qui reçoit les ordres des deux Jedi, il les transmet, enfin il commande donc la troupe des Stormtroopers et du coup le mec les fans le reconnaissent. Il a un équipement un petit peu spécial. Ce mec-là a un petit fil rouge. Dans le sens où il y a des épisodes entiers où il n'y a pas de Jedi du tout, et c'est uniquement basé sur les Stormtroopers. Et
donc le mettent lui en vedette. Et je crois que le mec, il présente aussi dans les jeux vidéo. Donc pour te dire qu'il y a pas mal de trucs dans les séries animées qui exploitent bien les thématiques survolées dans les films. Et je dirais mieux que la prélogie, parce que là, dans 66, par exemple, on en parle dans Clone Wars, et c'est plus compréhensible dans Clone Wars. Ouais, et après, c'est trop la classe. ouais, c'est quand j'ai vu le truc, j'ai dit, ah oui, mais là c'est bien, là c'est génial. Parce que dans l'épisode 3, c'est balayé en 2-3 répliques et tu comprends pas pourquoi. Alors que dans Clone Wars, j'ai dit, ah ok, je comprends mieux. T'as aussi les jeunes Jedi qui ont un petit story arc à eux dans Clone Wars, les apprentis Jedi que tu vois dans épisode 3. Pourquoi est-ce que Anakin les bute? Ils ont qu'une scène. Pourquoi est-ce qu'ils les butent? Parce que les gamins sont hyper débrouillards sur les Jedi. C'est ça, et puis surtout que, sans spoiler pour Clone Wars, pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez également la confection, non, le montage. En fait, comment est confectionné un sabre laser, comment ça se construit, etc. Et ça, je vais tout de suite laisser la parole à mon invité, mais en tout cas, ce que j'en ai pensé, c'est juste magnifique. Et c'est quelque chose de jamais vu, la conception d'un sabre laser. Et ça, c'est génial. Et c'est quelque chose, un détail qui était repris, je crois, alors, c'est bien développé, je crois, dans certains comics. Et un acolyte, l'une des dernières séries Star Wars, ils avaient fait mention de ça également. Donc, moi qui connais que Clone Wars, ça m'était familier. Et en discutant avec des fans, ils m'ont répondu, ah oui, mais en fait, ça fait la couleur cristal là en question, c'est directement tiré d'un jeu vidéo, en fait. Il y a vraiment, pour te dire que il y a une sorte de canonisation limpide, plus claire. Parce avant c'est super fouillis, c'est le nombre de fois où c'était relancé et relancé pour éliminer des trucs du canon, pour les remettre dedans, parce que ça plaisait pas à Lucas, ça plaisait à Lucas. Là maintenant c'est plus clair, limpide quoi. Le truc du comment est formé un sabre laser, c'était repris dans c'est marrant, c'était appelé dans l'insolite et t'as pas mal de fans qui ont bâché le truc en disant ça vient d'où ça? Simplement que ça vient de Clone Wars. Donc le mec sans fan, il critique un truc qui vient de Lucas. C'est comme on arrive. Bien. En tout cas, merci à toi, mon cher invité. Merci aussi à vous d'être resté. Ne vous inquiétez pas, après je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, merci à tous pour votre présence à chaque fois, votre soutien pour mes émissions et tout ce que je fais aussi en général en rapport avec tout ce qui est cinéma, série, etc. Nous nous retrouverons donc à la rentrée. Et oui, il y aura bien des vacances pour la Rafchan Info. Nous nous retrouvons à la rentrée. Il me reste à moi de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!